Soken. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a imaginé ce podcast un peu long et détendu pour vous donner le temps de nous dire vos convictions, vos valeurs, vos doutes aussi, vos perplexités peut-être, sur un sujet sur lequel finalement il n'y a pas tant de gens aussi compétents que vous. Et je vais essayer de dire pourquoi. Ce qu'on voudrait faire avec vous, c'est explorer les 40 dernières années de la vie politique. Vous cumulez des compétences particulières pour le faire, parce que d'abord, vous avez une certaine longueur de regard et d'expérience. Je crois que vous avez eu votre premier mandat en 1982. Exactement. Voilà. Et puis, vous avez une autre qualité, c'est que vous avez occupé des fonctions très différentes. D'abord, des mandats très différents. Vous avez été conseillère générale, on dit conseiller départemental, je crois, aujourd'hui. Vous avez été ensuite conseillère régionale, vous avez été députée, représentant de la nation au Parlement, à l'Assemblée nationale, et puis députée européenne. Et vous avez eu également des fonctions gouvernementales qui vous ont fait connaître du grand public, parfois de façon inoubliable. Vous avez été une grande ministre de la Santé, je crois qu'on peut le dire, ministre de la Cohésion sociale également et des Solidarités. Ministre de l'écologie, on s'en souvient moins parce que c'était... Ministre de l'écologie. Première ministre de l'écologie, absolument. Et puis vous avez été une ministre de la culture par temps très difficile. C'était la période Covid, la période du confinement. Et donc vous avez une deuxième compétence pour nous parler de... Alors je n'ai pas été sénatrice, mais ça, ce sera après ma mort. Bien. Et puis vous avez une troisième compétence pour nous parler de ce sujet, c'est que vous avez une très grande liberté de parole, une très grande liberté de penser. Et je crois que ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là, c'est que vous avez du fond. Alors je dis devant vous, vous avez du fond, Roselyne Bachelot. D'ailleurs, comment dois-je vous appeler ? Madame la ministre ? Madame Bachelot ? Roselyne ? Mon titre officiel, acté par l'étiquette de la République, c'est Madame la ministre. Mais en fait, mon prénom, c'est Roselyne, je l'aime. Et d'ailleurs, on devient vieux quand plus personne ne vous appelle par votre prénom. Alors, ce sera Roselyne. On est d'accord. Très bien. J'ai, pour vous interroger à mes côtés, Manon Duboc. Enchantée. Qui va vous poser une première question. Première question donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par ce chiffre, 25 703. C'est le nombre d'électeurs, ça vous fait sourire, c'est le nombre d'électeurs qui ont voté pour vous en 1988, quand pour la première fois vous avez été élu député. J'ai appris dans une de vos interviews que c'est un chiffre que vous aviez gravé dans votre bracelet sur votre montre, il me semble. Qu'est-ce qui représente ce chiffre pour vous ? J'ai été élevé par un père, grand résistant, député de Maine-et-Loire, et qui m'a appris un concept qui a guidé ma vie, c'est l'ascèse de l'adieu. Quand je suis rentré pour la première fois dans mon bureau à l'Assemblée nationale, bureau qu'il avait occupé avant moi, il m'avait dit « Tu dois quitter ce bureau tous les soirs comme si tu ne devais jamais y revenir. Pas un bibelot, pas un objet personnel, pas une photo. Tu dois partir de tes fonctions chaque soir comme si tu ne devais jamais y revenir. » Et pour sacraliser cette ascèse de l'adieu, il m'a offert une montre. Et à l'arrière de cette montre, il avait fait graver le nombre d'électeurs qui m'avaient élu à ma fonction de député. Et il m'a dit, chaque fois que tu regarderas l'heure, tu penseras que tu n'es là que grâce à eux. Et cette idée que les fonctions n'appartiennent jamais à ceux qui les occupent, vous pensez qu'elle est encore partagée par beaucoup d'élus ? Je regrette qu'elle ne soit pas plus partagée. Il y a aussi les cursus de carrière qui diffèrent profondément. Je remarque qu'il y a curieusement de plus en plus de professionnels de la politique. On prend des assistants, des collaborateurs parlementaires, on leur donne des mandats en pensant qu'ils vont être plus dociles, ce qui reste à prouver. Mais en tout cas, ils se disent, et on ne saurait le leur reprocher, comment je vais payer mon loyer, comment je vais faire mes courses. Moi, je suis docteur en pharmacie, j'ai un métier,
J'ai été conseillère départementale, enfin générale, conseillère municipale même. J'ai gravi les échelons les uns à la suite des autres, et je crois que cette liberté qui est la mienne, liberté dans mon expression, liberté dans mes engagements idéologiques, elle est due au fait que je suis une femme libre. Et que, quand je me présentais, j'ai été élue 5 fois à l'Assemblée nationale, ce qui devient une rareté. À chaque fois, je me disais, avant chaque élection, bon, demain, je vais peut-être reprendre à temps complet mon métier de pharmacien. Je vais m'installer, je vais me réinstaller où? Et je regardais où est-ce que j'allais pouvoir continuer cette fonction. Je crois que c'est donc très important, cette liberté. Mais libre économiquement, oui, mais libre précisément face à ces électeurs. Vous vous êtes senti libre face aux gens qui vous avaient élu? Toujours, et dans des circonstances parfois compliquées. Mais je crois que je le dois d'abord à mes parents, tous les deux des résistants. Il fallait avoir une sacrée dose de liberté pour s'engager comme ma mère dans le maquis des Montagnes Noires et mon père dans le maquis de Champeaux. Ma mère FFI, mon père FTP, donc les choses étaient bien actées. Il est normal qu'ils se retrouvent dans le parti gaulliste. Et c'est vrai aussi des gens d'origine tous les deux très modestes. Ma grand-mère maternelle, dont j'ai écrit d'ailleurs La vie ne savait ni lire ni écrire. Donc des gens qui n'appartenaient pas à une classe sociale et qui ne recevaient pas d'injonction d'une classe sociale qui les aurait élevés. Et puis parce que je connais les institutions, je suis quelqu'un qui construit ses engagements sur un corpus juridique, je dirais. Je suis frappé de voir qu'il y a des députés qui ne connaissent pas la Constitution. Or, l'article 27 de la Constitution, il est clair. Tout mandat impératif est nul. Et ça a conduit ma vie, mais dans des moments difficiles pour moi. Quel moment, Roselyne? Ça fait la deuxième fois que vous faites Le plus dur a certainement été le pacte civil de solidarité et ma solitude à ce moment-là, en 98 donc. Évidemment, j'ai été soumise à des pressions, il y a eu des pétitions qui ont demandé d'être radiée du groupe RPR. On a fait une pétition auprès de l'évêque d'Angers qui m'a convoqué en me menaçant de m'excommunier. Ça risquait pas beaucoup de m'impressionner. Mais surtout, ça a été extrêmement difficile, c'est que j'ai été traduite par les militants de ma circonscription, les militants RPR, devant un véritable tribunal populaire, dont je me rappelle encore avec émotion et angoisse, assis sur un petit tabouret, le bureau du bureau de circonscription RPR, et qui me disent « Tu n'as pas le droit de t'exprimer seul, tu ne peux que représenter ce que nous allons te dire de faire. » Et là, je leur rappelle cet aspect qu'un parlementaire, il n'est pas l'expression d'un quelconque lobby, d'un quelconque groupe de pression, il s'exprime en son nom. On reviendra tout à l'heure au PACS, au pacte civil de solidarité. D'ailleurs, ce que signifie PACS, on l'a complètement oublié, pacte civil de solidarité. Et d'ailleurs, il faudrait écrire PA en petites lettres, tout à fait. Et CS, en parce que... On y reviendra tout à l'heure. Reviendra. Vous avez évoqué le gaullisme de vos parents. Vous avez commencé votre carrière politique dans un monde où cette référence au gaullisme était la référence majeure de la droite de gouvernement, de la droite républicaine. Qu'est devenue cette idée aujourd'hui? Est-ce qu'il en reste quelque chose? Si on parle aux jeunes générations, je crois qu'ils demandent des explications. Je crois qu'il faut dire d'abord que je ne suis pas seulement une petite fille de la 5e, je suis une petite fille de la 4e République. Et que on voit le gaullisme à partir de la 5e République, cette figure tutélaire qui va impressionner toute la vie de la 5e République au niveau des personnes et au niveau des idées. Mais moi, je débute le gaullisme dans la mâchoire
d'un système qui veut éliminer le gaullisme et qui s'est donné les moyens, avec ce qu'on appelle l'apparentement, d'écraser le mouvement gaulliste et qui y arrive au départ. Et ce sentiment de la clandestinité est un sentiment qui m'habite parce que dans cette volonté de la 4e République, où finalement les gens qui avaient collaboré au régime de Pétain et sont très très vite revenus aux affaires, ce sentiment que on mène quelque chose avec autour de la table Malraux, Chaban-Delmas, Olivier Guichard et mon père qui sont là dans cette clandestinité où on veut réinstaller le général de Gaulle au pouvoir, où on ne téléphone pas parce qu'on a le sentiment d'être écouté, où mon père va trouver Olivier Guichard, qui est son officier traitant, il lui envoie pas des lettres par la poste, il apporte les courriers. Ce sentiment que les héros de mon enfance, ils sont autour de la table. En vrai, ce sont des êtres de chair et de sang et qu'on mène véritablement une action presque de guerre. Donc c'est quelque chose qui m'habite dans ma vie. Mais elle est où la continuité entre ce gaullisme-là, résistant de la 4e, et le gaullisme ensuite de la 5e République, qui est quand même celui qui a marqué, en tout cas aujourd'hui, qui a marqué l'histoire politique des dernières décennies? Il y a une sorte d'apothéose, d'épiphanie dans cette année 1958. Et finalement, j'aime à raconter cette histoire parce qu'elle est unique. Mon père m'emmenait partout. Mon père m'emmenait partout et en particulier, il n'avait pas vu le général de Gaulle depuis très longtemps, depuis pratiquement 5-6 ans. Et le général de Gaulle fait cette fameuse conférence de presse de 1958 dans ce qui est devenu le musée d'Orsay. Mon père demande un coupe-fil à Olivier Guichard. On voit dans les c'est pas les vidéos, les films de l'époque, on voit Olivier Guichard rentrer dans cette conférence derrière le général de Gaulle. Mon père m'y emmène et il me met derrière un pilier dans cette salle du musée d'Orsay, de la gare d'Orsay, où le général de Gaulle, interpellé par un journaliste du Monde qui lui demande s'il allait protéger les libertés publiques, y ai-je jamais attenté? Je n'ai fait que les défendre. Pensez-vous qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur? Et je regarde ma vie et je réalise que je suis sans doute la seule personne vivante à avoir assisté à cette conférence de presse. Et ce sentiment que, comment dire, je fais partie de l'histoire de ce pays. Et c'est sans doute ce qui manque aujourd'hui. C'est d'avoir en quelque sorte des héros de légende. Contemporain, vous voulez dire? Oui, évidemment. On ne va pas redire ce que disent certains imbéciles, ce qu'il leur faudra, c'est une bonne guerre. Mais quand même, le sentiment d'avoir des gens dont la vie était devenue un destin. J'ai ce sentiment extrêmement fort en moi. Et donc, des idées du gaullisme, on en garde quoi? Pratiquement rien. Vous pensez que le gaullisme est mort? Le gaullisme n'est pas mort. Il est en quelque sorte endormi, rejeté aux marges de la société. Moi, je pense que les valeurs du gaullisme, les valeurs qui font qu'on a un rapport charnel à la France, ça existe toujours. La façon dont le général de Gaulle parle de la France. « Mère, nous voilà tels que nous sommes pour te servir. » Mère. Est-ce qu'il n'y avait pas une limite tout de même dans cet amour de la patrie? C'est les mots qu'il aurait utilisés, c'est les mots de l'hymne national. Est-ce qu'il n'y avait pas une limite qui consistait à préférer, à aimer mieux la France
que les Français. C'est quelque chose que Malraux écrit dans Les chaînes qu'on abat à Oui. propos des généraux. Il préférait la France aux Français. Je me refuse à cette opposition. La France est un idéal, et les Français, c'est une myriade d'individualités qui ne peuvent se retrouver que dans quelque chose, justement, qui va les sublimer. Si on en reste aux Français, uniquement aux Français, on est dans un... On est obligé à une sorte d'utilitarisme, de refus de proposer aux citoyens quelque chose qui les dépasse. Je refuse cette opposition. On ne peut réconcilier les Français et donc faire marcher une communauté nationale, la faire fonctionner, la faire se dépasser, lui proposer justement ce moi social dont parle Bergson, que si on lui propose un fait fédérateur. Je voudrais revenir sur un point majeur de l'histoire de cette génération, celle de vos parents, celle des gaullismes qui trempaient dans l'histoire, j'ai envie de dire. Ils avaient réalisé quelque chose de très important pour la suite de la vie politique nationale, c'est qu'ils avaient condamné les idées d'extrême droite aux enfers, d'une certaine façon. En 1945, les idées d'extrême droite sont marquées pour toujours du sceau de l'infamie pétainiste, vichiste, etc. Et ces hommes et ces femmes qui avaient résisté, qui avaient accompagné le général de Gaulle, étaient précisément les auteurs de cette relégation. Et ça a rendu un très grand service, je pense, à notre pays. Comment vous, aujourd'hui, vous regardez au contraire la montée continue depuis 40 ans de ces idées d'extrême droite? Est-ce que ce sont des idées différentes ou est-ce que c'est une rémanence et comment vous l'expliquez? Les idées d'extrême droite d'aujourd'hui sont les filles absolues des idées d'extrême droite qui ont amené le pétainisme, le vichisme et auparavant les mouvements d'extrême droite qui ont animé la vie de la Troisième République. Je ne crois absolument pas à la dédiabolisation. Pour moi, c'est une magouille de communication et un leurre. Et véritablement de voir ces personnes avec qui j'ai mené ma vie politique s'adonner à cette complicité infâme est une chose qui me bouleverse, me révulse. Et comment vous l'expliquez? Il y a une explication idéologique à ce rapprochement ou il y a une explication de circonstances et de recherche de voies Ce qui est terrible, c'est que le fait même de s'allier nourrit la bête. Alors qu'il y aurait toute possibilité d'offrir, dans cette filiation qui est celle du gaullisme, d'offrir une alternance et une alternative. Pourquoi ? D'abord parce qu'on ne réfléchit pas dans un corpus idéologique. Les hommes politiques sont des chiens crevés au fil de l'eau, qui regardent les sondages, qui regardent les peurs, qui sont réelles. Parce que le pays dans lequel on vit n'est pas celui dans lequel j'ai vécu, jeune fille. C'est un un monde mondialisé, c'est un monde où les ticounes du capitalisme le plus pervers sont à l'œuvre. C'est un monde des réseaux sociaux, c'est un monde de l'intelligence artificielle, je sais tout ça. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut résister. Et les hommes politiques, la simple incapacité de la plupart des hommes politiques à s'exprimer en français, dans un français cohérent, avec sujet, verbe, complément, des propositions subordonnées, des adverbes mis à la bonne place.
l'usage inconsidéré des notamment, à fuir. Vous diriez que François Mitterrand a été un des derniers à parler ce français auquel vous rendez hommage? Je me souviens, on est au début 1989, et je dois dire que quand je suis élu pour la première fois en 88 à l'Assemblée nationale, ma première réunion, une de mes toutes premières réunions de groupe RPR, on discute de ce qu'on appelait le RMI, devenu le RSA. Je suis une famille de militants du revenu minimum. Et revenu minimum qui avait d'ailleurs été refusé à mon père par Nicole Questiot dans la première mouture du socialisme. Et quand mon père avait parlé du revenu minimum, elle lui avait répondu « Ce ne sera pas utile, monsieur le député, avec la gauche, il n'y aura plus de pauvres. » Petite méchanceté au passage, mais allez-y. Et on s'apprête, au groupe RPR, on s'apprête à voter contre le revenu minimum. Et une tradition voulait qu'un jeune député, une femme surtout, on était 5,7% de femmes à l'Assemblée nationale, ne s'exprime qu'après de longs mois et même de longues années d'apprentissage. Je lève le doigt et j'explique pourquoi il faut voter pour le revenu minimum. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'était totalement indécent. Tout le monde me regardait en disant « mais elle ose ». Et à ce moment-là, Chirac, il y avait quelque chose. Chirac écrivait toujours, hein, mais à ce moment-là, il pose son stylo. D'ailleurs, ça me rappelle un souvenir, quand il va quitter Giscard, avant même qu'il l'annonce, mon père était rentré à la maison, il dit « va présenter sa démission de Premier ministre ». Et ma mère lui dit « mais à quoi tu dis ça ?» Il écrit toujours quand il est au banc du gouvernement, et là, il a posé son stylo et il n'écrivait plus, donc ça veut dire qu'il va démissionner. Et Chirac me regarde, il regarde les gens du groupe, et il dit « Roselyne a raison, il faut voter pour le revenu minimum ». Et Mitterrand fait, après le vote du revenu minimum, une grande réunion à la Sorbonne, et il va inviter les gens qui ont voté, qui se sont mobilisés pour le revenu minimum. Il les invite et il nous installe au premier rang. Donc je suis au premier rang, à la Sorbonne, face à François Mitterrand. Et là, je vois le plus grand orateur que j'ai jamais rencontré dans ma vie politique. La façon de manier la modulation de la phrase, l'utilisation de la prosopopée, les silences, les interpellations, la pureté du langage et de la construction grammaticale. Je me suis dit, quelle chance j'ai d'être là. Je vous avais promis qu'on reparlerait du Pacs. On va en reparler en écoutant un extrait sur lequel je voudrais vous faire réagir ensuite. Enfin, et pour lever toute ambiguïté, je réponds à la question. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien oui, bien sûr. Mais qui mieux que des homosexuels pouvait, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société? Il et elle ne veulent ni le dégoût des saintes Nitouches, ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes, forcément stigmatisantes, pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. Oui, je m'en souviens. Hein, je Vous m'en en souviens souvenez à peu près. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous suggère d'entendre ce discours aujourd'hui, Roselyne?
Il y a des moments dans une vie, dans une existence qui sont des moments fondateurs et ce discours en est un. D'abord parce que l'émotion est tout à fait considérable au moment où il est prononcé, où je le prononce, pour ne pas parler de moi à la troisième personne, où je le prononce, ce silence dont je n'ai jamais réentendu une telle intensité. C'est drôle de dire qu'on réentend le silence. Comme si quelque chose allait se passer. L'émotion qui saisit ceux qui sont contre moi et ceux qui sont pour. Les tribunes remplies de monde. Et ce sentiment d'être absolument seul au milieu d'une assemblée nombreuse. Ce discours que j'ai préparé très longtemps. Comme disait Churchill, quand tu dois parler pendant 5 minutes, tu prépares pendant 5 heures. Si tu parles pendant 5 heures, tu prépares pendant 5 minutes. Il est court. Et ce sentiment de fierté aussi. Les témoignages qui vont affluer. Ce député qui m'écrit ce mot, il y a 20 ans que je siège à l'Assemblée nationale, je me suis toujours demandé pourquoi j'étais là. En vous écoutant, j'ai compris. Vous aviez conscience sur le moment que ça allait marquer comme ça l'histoire ? Oui. Merci, Oui. c'est un aveu. C'est un aveu. Oui. Mais Et puis alors, évidemment, l'émotion continue. C'est ça qui est extraordinaire. On se retrouve quand même 28 ans après. J'ai encore des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me récitent par cœur mon discours. Est-ce qu'il y a un seul député actuellement dont quelqu'un qui l'arrête dans la rue lui récite un discours qu'il aurait prononcé ? C'est inouï. C'est inouï ce qui m'est arrivé. C'était il n'y a pas si longtemps tout ça. 98, oui. Voilà. Donc 27 ans. Oui, Bon, c'est ça. Une grosse génération, on va dire. Voilà, une Bon. grosse génération. La société peine aujourd'hui à se souvenir des clivages qui étaient les siens sur ces questions il y a 25 ans. Tout ça est passé dans les mœurs, la tolérance sociale a beaucoup augmenté d'une certaine façon. Oui. Et dans le même temps, le discours politique, les échanges à l'Assemblée ne sont pas moins violents, ils le sont plutôt davantage. Même si ce jour-là, vous vous étiez exposé sans doute à des reproches très durs de votre famille politique. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une Assemblée déchirée, où les relations sont très dures. Moi, j'ai le sentiment que la société s'est plutôt apaisée sur les questions culturelles, sociétales, alors même que la politique devenait plus dure. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? La violence a changé d'expression. Elle est toujours la même, parce que l'homme d'abord est naturellement violent, il est naturellement frustré, il est naturellement dans un état désirant. Et donc, c'est cette frustration que l'on ressent, et qui est d'autant plus exacerbée que, d'une certaine façon, les avancées sociétales, qui sont des avancées d'autonomisation des individus, fait qu'on supporte aussi beaucoup moins le fait d'avoir des oppositions, de ne pas avoir une expression politique qui va refléter exactement ce que vous souhaitez. Et c'est sans doute cela qui est dit aussi. Donc on imagine assez bien qu'on mène sa vie d'homme et de femme, ou de femme, d'une façon où on va faire des choix dans sa sphère intime ou dans sa sphère familiale dont personne n'a à juger, mais où finalement on demande
à ceux qui représentent une autorité, que ce soit à l'école, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans sa vie associative. On va demander à être véritablement à 100% d'accord avec ce que nous, on souhaite. Il ne peut pas y avoir de sacrifice. Et à vous entendre, on dirait que c'est une critique, cette individualisation. C'est aussi l'expression, là où avant, certaines personnes pouvaient peut-être s'identifier avec une approximation dans leurs idées à des grandes familles politiques. Aujourd'hui, il y a peut-être des convictions qui sont plus individuellement construites. Je n'ai pas le sentiment que j'en ai fait une critique. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer de l'autonomisation des individus. Par exemple, moi qui ai été élevé dans une famille catholique, pratiquante, c'est précisément cette autonomisation que je revendique qui m'a conduit à quitter l'Église catholique, à refuser les objurgations et les préconisations, les objurgations plutôt d'ailleurs que les préconisations, qui m'étaient envoyées, qui m'étaient imposées. Ce sont les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma vie personnelle, intime, ces difficultés ont fait que j'ai pris des décisions que sans doute ma mère n'aurait pas prises. Je suis un être profondément libre. Mais je sais aussi qu'à certains moments, cette liberté, il va falloir, non pas que j'y renonce, mais que je négocie avec elle. Vous pensez à quoi ? Je repense à une menace sur le pays. Je repense à la menace de l'extrême droite sur le pacte commun qui nous lie. Je repense, dans la sphère intime, au fait de renoncer à sa liberté pour accompagner les plus faibles dans leur cheminement. Vous diriez que c'est la limite de la liberté des modernes, de Benjamin Constant, et qu'il va falloir renouer quelque part, à un moment donné, avec la liberté des anciens, la liberté d'engagement dans un collectif. C'est ça que vous ressentez aujourd'hui ? C'est cela précisément que je ressens. Et vous croyez que nos concitoyens le ressentent aussi ? Qu'ils sont arrivés à ce moment où l'épuisement presque symbolique de la liberté des modernes appelle une bifurcation ? Je n'ai pas le sentiment que nous sommes arrivés au bout du chemin dans ce domaine. Nous sommes en plein au milieu de la route. Que l'idée qu'on doive à un moment négocier avec son autonomie et à sa liberté, parce qu'il y a une différence entre autonomie et liberté, bien sûr. J'enfonce les portes ouvertes, pardon, en les prenant pour des arcs de triomphe, ce qui est tout à fait... Si on en franchit le seuil, il n'y a pas de problème. Et qu'on ne claque pas la porte derrière soi. Je cite mes sources, c'est Françoise Parturier. Je pense qu'on n'en est pas arrivé là. Non, on n'est pas arrivé dans la société globalement, à cette prise de conscience. C'est tout à fait étrange. Il y a quelques années, on avait posé aux Français « Pourquoi croyez-vous que vous seriez capable de mourir ? Pour rien. » En 1930, les jeunes Français auraient répondu « rien ». Et 10 ans plus tard, ils avaient trouvé une réponse. C'est ça. Alors, ce que vous dites me rassure. Parce que vous connaissez les livres de Jean-Pierre Guénaud, rien à voir avec Henri, et qui a en particulier regroupé des lettres de poilus de la guerre de 14 écrivant à leurs parents. Et
les textes sont admirables. L'acceptation du sacrifice suprême irrigue l'ensemble de ces correspondances. Et je me disais, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mourir pour la France ? Je sais bien qu'il est difficile de dire à l'avance les sacrifices qu'on est capable de faire. C'est finalement la question qui est posée dans le dialogue des Carmélites. Blanche de la Force monte à l'échafaud et Mère Marie de l'Incarnation n'y va pas. Alors que c'était elle, la personne forte, et Blanche de la Force, qui portait si mal son nom, était comme un lapin apeuré. Qu'est-ce qu'on devient? Comment est-on au moment du sacrifice suprême? Mais je me dis, parce qu'il faut se le dire, si on ne sait pas poser la question et qu'on n'y a pas répondu dans les moments de calme, oui, je suis capable de mourir pour la France, à coup sûr, on ne risque pas de le faire au moment difficile. J'aimerais revenir juste sur cette liberté avant qu'on passe à la dernière partie dont vous avez parlé. Et notamment, vous avez dit qu'il y avait des choses que votre mère n'aurait peut-être pas faites, que vous avez faites, et que vous avez osé faire. À quel point ça a été difficile d'être une femme dans ce milieu politique, et à quel point ça a été de moins en moins difficile au cours de votre carrière? Je suis arrivé en politique dans un moment de barbarie. J'ai eu la chance d'être élevé par une mère féministe, mais qui était une vraie féministe, c'est-à-dire une féministe intellectuelle qui m'a fait lire Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Margaret Mead, Virginia Woolf, et qui en a discuté avec moi. Mes engagements aussi pour le Pax. Ma mère m'a fait lire Les Amitiés particulières, et elle m'a expliqué ce que c'était que l'homosexualité, en le mettant sur le même plan que l'hétérosexualité. Et en m'en parlant en termes très crus. J'ai eu la chance d'avoir des parents exceptionnels. Ça aide quand même. Et surtout une mère exceptionnelle. Ça m'énerve d'ailleurs, on me parle toujours de mon père, on ne parle jamais de ma mère. Eh bien, allez-y, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. J'arrive, si je peux commencer ma carrière politique, puisque mon père m'avait dit « tu te présentes dans un secteur où tu n'as aucune chance d'être élu, la gauche fait 60%, il y a un conseiller général formidable, déporté, type très très bien. Mais comme ça, si tu es élu, personne ne pourra dire que tu as fait ta carrière parce que tu étais ma fille. » C'est un peu difficile, mais enfin bon. Et puis je suis élu parce que c'est moi qui fais les 60% de voix finalement. Mais quand j'arrive à la préfecture le soir de ma victoire, le chef de la droite a cette phrase dont je me dis « ça, c'est un marqueur. Si on avait su que c'était possible, on aurait envoyé un homme. » Et donc, je vais rentrer au Conseil général. On était 6 nouveaux conseillers généraux. On était présentés à l'Assemblée par le président du Conseil général, 5 hommes et moi la seule femme. Les 5 hommes, on était derrière la porte s'ouvrait, on rentrait un par un. Le président vous présentait par votre parcours professionnel, associatif, vos engagements. Les 5 hommes sont présentés de cette façon, et moi je suis présenté par cette phrase culte, et Madame Roselyne Bachelot, dont chacun connaît le charmant sourire. C'est la seule présentation que j'ai eue. Et personne qui dit rien? Ah, rien. 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 Ils trouvaient ça charmant. Parce qu'il y a deux formes de sexisme. Il y a le sexisme gras et vulgaire, et le sexisme paternaliste et un brin, avec un brin de cour. Le plus dur à combattre. Mais tout de suite, je me dis que ce combat va être le mien, parce que des agentes du Conseil général viennent me voir, elles se disent « il y a une femme au Conseil général, et nous sommes victimes d'un harceleur, prédateur sexuel, un élu,
et elle va nous protéger. C'est exactement ce qui se passe. Je vais trouver le président du Conseil général dans son bureau, dans un entretien que je n'oublierai jamais, où je dis, il faut que ce type perde la fonction qu'il exerce. Et le président, je crois qu'il va m'agresser physiquement, qu'il va, devant ce que je lui dis. Et il me dit cette phrase, « Entre vous et lui, je le choisirai toujours lui. » Et je lui dis, « On ira au tribunal et je serai à leur côté. » Le surlendemain, le gars était viré. Et ce jour-là, je comprends que dans l'action politique, on ne peut agir que par la violence. La violence, non pas, mais l'affermissement, le fait de ne rien céder. Quand on est là, au cœur de la problématique, au cœur du système, il faut être un combattant. Et alors, quelques décennies plus tard, c'est plus simple ou pas? Ou c'est une vue de l'esprit? Ou les courants viridistes, masculinistes, organisés plus simple. Oui, c'est beaucoup plus simple. Parce que, évidemment, je vais m'engager avec Gisèle Halimi dans ce combat pour la parité. On va en 93, aux élections de 93, aller visiter les candidats Jospin, Balladur et Chirac. Ils vont prendre des engagements assez forts. Celui qui va prendre d'ailleurs des engagements les plus formels, c'est Balladur. Jospin nous balade, Chirac aussi, mais enfin, j'arrive à lui extorquer le fait de créer un organisme sur le mode canadien de l'Observatoire de la parité, dont il va me confier la responsabilité. On va donc écrire la loi paritaire. Juppé va ne pas... Je me souviens lui avoir dit, tu sais, il y a 2 types de réformes, les réformes à 3 milliards et les réformes à 3 millions de grévistes. Je t'amène un truc il n'y aura pas un gréviste et ça ne te coûtera rien, c'est la parité. Cet imbécile ne prend pas cette réforme, c'est Jospin qui l'a fait. Quand même, elle a été classe, Elisabeth Guigou. Elle s'est tournée vers moi au moment, elle était garde des Sceaux, au moment où elle défendait la loi, et elle s'est tournée vers moi, elle a dit « Nous savons, madame, tout ce que cette loi vous doit. » Je me suis dit « C'est classe quand même, c'est classe. » Et ça venait d'une femme. Et ça vient d'une femme. Et ça vient d'une femme. Donc on a construit aussi la parité par, le terme de violence est trop fort, mais par la coercition. Quand on traîne des choses aussi importantes que la condamnation de l'homosexualité, la peine de mort, etc. À un moment, il faut pas dire la peine de mort, elle n'existera plus parce qu'il y aura la grâce du président de la République, ou la condamnation de l'homosexualité ne sera plus parce que tout ça... Non, il faut le dire dans les textes, il faut le dire dans la loi. Il y a la force de la loi. Avant qu'on en vienne parce qu'on s'approche de la fin de cet entretien, malheureusement, on aurait envie de le poursuivre très longtemps, je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose qui a vraiment changé. C'est 40, j'allais dire, plutôt ces 60 dernières années, c'est l'effacement du fait majoritaire. De 1962 à 2022, la France a toujours connu une majorité assez claire à l'Assemblée, avec le petit épisode Rocard où en effet, mais ça se joue à quelques sièges, et en négociant avec les centristes, on arrive à gouverner. En 2022, ça s'arrête. Et ça s'arrête encore plus avec la dissolution, où là, vraiment, la chambre qui sort des élections est une chambre difficile à gouverner, où la majorité est quasi introuvable. Est-ce que vous faites partie de ceux, parce que je crois qu'il y a 2 familles d'observateurs sur cette question, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « c'est là pour durer, la disparition du fait majoritaire va durer, parce qu'elle correspond à un moment de la vie collective, politique », ou est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « non, c'est une parenthèse qui va se refermer, et dans la foulée d'une élection présidentielle, on retrouvera demain, forcément, une majorité claire ». Il y a beaucoup de gens qui y croient dans la vie politique et qui pensent que les élections présidentielles de 2027 seront une sorte de reset
et qu'on reviendra au bon vieux temps et que le président de la République entraînera derrière lui une majorité à sa botte. Je n'y crois absolument pas. Pour moi, l'éclatement de la vie politique est un fait inéluctable, et sa parcellisation, son émiettement, et qu'il faut réfléchir à la possibilité d'une gouvernance différente. Pour moi, il faut quelques réformes institutionnelles assez simples et quelques méthodes de gouvernement différentes. La réforme institutionnelle absolument nécessaire, c'est la motion de censure constructive, c'est-à-dire qu'on ne peut déposer une motion de censure et la faire prospérer que si on a une solution alternative de gouvernement avec un Premier ministre, un chef de la majorité, et la constatation par une question de confiance que cette majorité est bien constituée, qu'elle passe un pacte majoritaire avec les Français. Ça suppose aussi que le président de la République laisse ce fait majoritaire se constituer. Et c'est ça, comment dirais-je, le péché de gouvernance des présidents de la République, c'est-à-dire qu'on nomme un Premier ministre, un gouvernement, et on le laisse se dépatouiller. Non. Le modèle allemand ou le modèle espagnol n'est pas sans défaut, mais le fait de dire qu'on constitue un programme de gouvernement peaufiné, ce qui prend plusieurs dizaines de pages, on fera ci, on fera ça, et évidemment, ce pacte, il est passé avec cette majorité. C'est ce qu'avait essayé de faire un peu le nouveau Front populaire. Mais évidemment, ils n'étaient pas majoritaires. Ça ne pouvait pas marcher. Puis quand on sait ce qui s'est passé après, évidemment, on regarde ça avec une certaine moquerie. Mais ça suppose évidemment que les présidents de la République quittent cette fonction jupitérienne, qui est qui est la couleur qui a été donnée par la Ve République. Donc ça, il faut le changer. Il y a des choses assez simples. Alors, évidemment, le général de Gaulle, en 1958, il ne fait pas une élection du président de la République au suffrage universel. Il n'était pas si fou que ça. Et Pierre Mazeaud, qui est un de mes copains chéris, m'avait expliqué comment cette affaire-là avait prospéré. C'est qu'ils vont trouver le général de Gaulle dans les années 60 et il lui annonce qu'avec le mode d'élection, avec les 98 000 grands électeurs qui décident de l'élection du président de la République, dans la Ve République originelle, c'est Antoine Pinay qui va être élu président de la République. Et ils lui disent, la seule façon de se débarrasser d'Antoine Pinay dans cette affaire ténébreuse, c'est évidemment de faire l'élection du président de la République au suffrage universel. On a oublié ça, parce qu'on le présente comme une grande avancée démocratique. Ça n'a pas du tout été fait, ça a été fait pour cela, ça a été fait pour des raisons totalement contingentes. Bon. Mais allez donc vendre aux Français le fait de leur dire, dites donc les gars, là, c'est terminé, vous n'élisez plus le président de la République au suffrage universel. Je n'y crois pas un instant. Mais il y a par exemple des choses qui peuvent changer. Et par exemple, les 5000 nominations au poste, aux emplois publics à la main du président de la République, ça, il faut que ça s'arrête. Il faut absolument que ça s'arrête. Alors, on va s'arrêter là. Mais avant de se quitter, on voulait vous poser quelques questions du tac au tac. C'est la petite conversation. Première, si vous deviez donner un conseil à la jeune Roselyne Arquin, lequel serait-il ? Chaque fois que tu auras pensé qu'il faudra mieux transiger que de foncer dans l'art, ce que tu veux combattre, ne transige pas. Fonce dans l'art. Si la République française était un opéra, ça serait lequel ? Don Carlos. En 2 mots.
parce que les rapports de pouvoir sont absolument décrits avec une force dans Don Carlos qui me bouleverse. Quel adversaire politique vous a le plus impressionné ? Mais le problème, c'est que c'est pas un adversaire. Parce que à la force du temps, c'est devenu un ami, c'est Michel Rocard. Si vous aviez 30 ans aujourd'hui, est-ce que vous entreriez encore en politique ? Plus que jamais, Quelle est votre plus belle rencontre politique ? Michel Rocard. Eh bien, cette fois-ci, on est arrivé à la fin de notre entretien. Merci beaucoup, Roselyne. Je me disais en vous écoutant, mais où trouve-t-elle toute cette énergie ? Eh oui, je me demande aussi encore. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté notre podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes et toutes nos publications sur notre site et nos réseaux sociaux. Partagez l'épisode, parlez-en autour de vous pour faire vivre la conversation. Et à dans 2 semaines pour le nouvel épisode.